Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Est-ce que tu t'es déjà dit « je suis pas créative » ou alors « ah non, sur ce sujet-là, alors là, ma créativité, elle est à 0 » ou encore « ah non, mais là, je bloque, je suis devant ma feuille blanche, devant mon tableau blanc, devant n'importe quel matériau et je n'y arrive pas ». Est-ce que la créativité, c'est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est une étincelle qui déboule de nulle part? Ou est-ce que c'est une vraie gymnastique de l'esprit? Quelque chose qui se construit, qui se muscle. C'est donc avec toutes ces questions que j'ai interviewé Guillaume Lamarre, qui est un expert de la créativité. J'ai déjà eu le plaisir de l'interviewer dans un précédent épisode sur le storytelling. Et la créativité, c'est aussi une de ses expertises. Il a d'ailleurs écrit 3 ouvrages sur le sujet aux éditions Pyramide. La voix du créatif, l'étincelle du créatif, et aussi Festin, où il part interviewer des chefs cuisiniers pour savoir comment ils utilisent la créativité dans leur métier. Je suis persuadée que vous allez trouver des pépites et des conseils pour pouvoir vous débloquer quand vraiment vous séchez et que vous avez l'impression que votre créativité est en berne. Alors, je vous souhaite une belle écoute créative. Bonjour Guillaume, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, très bien, merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir pour une deuxième fois sur ce podcast, puisque tu étais déjà venu pour parler de storytelling. Et là, tu vas parler d'un autre de tes sujets de prédilection, que j'adore aussi, et qui est la créativité. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous dire qui tu es et pourquoi est-ce que la créativité est aussi importante pour toi? Je m'appelle Guillaume Lamarre, j'ai été directeur artistique pendant 15 ans dans la presse. Donc, j'étais spécialiste de la mise en scène de l'information, je m'occupais de stratégie de contenu. Et puis, depuis 10 ans maintenant, je suis indépendant et justement, j'enseigne et surtout, j'écris des bouquins sur 2 sujets qui me passionnent. Le premier, on a eu le podcast précédemment sur le storytelling. Et puis, mon deuxième domaine de prédilection, comme tu le disais, c'est tout ce qui tourne autour du management de la création et de la créativité. J'ai des clients qui sont à la fois des grands comptes et puis aussi des indépendants, des entrepreneurs, des petites structures. Il y a un peu de tout dans les gens que j'accompagne. Et bah top, donc du coup, on va pouvoir te parler de ce sujet qui nous passionne tous les deux, qui est la créativité. Et du coup, j'avais envie de commencer en démystifiant un petit peu la créativité, qui est souvent vue comme quelque chose d'un peu magique, un talent qui nous tombe dessus, on l'a pas. Donc souvent, voilà, on entend le « je suis créatif » ou alors moi, oh là là, je suis pas du tout créatif. Alors que je pense que ce n'est pas tellement un don et que sans doute ça doit beaucoup se travailler. Donc, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que pour toi, la créativité, c'est quelque chose qui tombe du ciel ou pas? Donc c'est un grand sujet et c'est le premier sujet en fait qu'il faut réussir justement à aborder, c'est que nous naissons toutes et tous aussi créatifs et aussi créatives les uns que les autres en fait. Pourquoi? Parce que la créativité c'est une science de la connexion. C'est-à-dire que être créatif, c'est prendre 2 éléments qui ont rien à voir l'un avec l'autre, 2 ou 3 éléments ou 4 ou 5 et les assembler et créer quelque chose de nouveau en fait. Donc c'est ça la créativité, c'est vraiment être capable de mettre en relation les choses, faire appel à son intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à faire des liens. Et ça, c'est ce que on est tous équipés de ça en fait au départ de l'action. Hein. C'est-à-dire que le simple fait de changer d'itinéraire pour se rendre au boulot, c'est faire preuve de créativité. En fait, on confond tout quand on parle de créativité. On confond la créativité avec la création. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on confondait le carburant avec la voiture.
Comme la créativité, c'est une science de la connexion, c'est une énergie en fait qui nous anime tous et toutes, et c'est quelque chose que on mobilise ou pas en fait pour être en mesure de créer des choses. Donc on est toutes et tous créatives et créatifs. On n'est pas tous et toutes des créatrices ou des créateurs en fait. Et c'est ça qui est un peu différent. Ensuite, on a tendance aussi à confondre la créativité avec l'expressivité. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, être créatif, c'est quelqu'un qui aime bien parler en public, qui porte des vêtements de couleur, qui arrive à bien dessiner ou des choses comme ça. En réalité, peut être créatif et créatif en étant absolument analytique, en étant en étant quelqu'un d'extrêmement organisé, qui a besoin d'être dans l'ordre des choses et qui est plutôt introverti. Qui n'a pas tendance à s'exprimer en public ou des choses comme ça. Donc voilà, la créativité, c'est une énergie. C'est l'énergie qui vous permet de relier des choses et c'est ça en fait tout le sujet en fait. Le sujet, c'est votre capacité à créer des connexions et si possible des connexions que personne n'avait créées auparavant. En fait, tout le sujet et cette connexion-là, c'est vous-même en fait. C'est ça qui est magique. C'est-à-dire que en fait, en fonction de ce que vous avez vécu, de qui vous êtes, de ce que vous avez mangé ce matin, de ça va créer des connexions que moi je suis incapable de faire ou que toi, Carole, est incapable de faire également. Donc en fait, c'est être en mesure d'accueillir ces connexions et surtout de les exploiter. Donc voilà, donc peut-être qu'on va aborder l'autre sujet qui est la création en elle-même, qui est quand même quelque chose d'un peu différent. Mais c'est un peu le corollaire, c'est un peu comme si l'énergie de la création, c'était la créativité. Ok, en fait, oui. Finalement, ce que tu dis, c'est que la créativité est partout et que on peut avoir un travail, on va dire, de bureau, dans lequel on va avoir besoin d'utiliser sa créativité pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec de l'art, que ce soit de la musique ou, enfin voilà, ou des choses vraiment dans la création, comme tu le disais. Je donne souvent cet exemple de mon comptable, hein, qui est quelqu'un d'hyper créatif. Alors que je peux te garantir que sur le papier, ça l'est pas en fait. Pourquoi ? Parce que justement, quand je lui parle de mon activité, de ce que je fais, de ce que je suis capable de produire, et ben il arrête pas de faire des liens en fait avec d'autres secteurs, avec qui ont rien à voir avec ce que je fais, et il se dit tiens, on pourrait faire comme un tel qui fait un peu la même chose que toi et machin, et en fait, il crée des liens tout le temps en fait. Et c'est un expert comptable. Donc, on peut être contrôleur de gestion, on peut être un avocat et être hyper créatif parce que on va créer des liens. Et ça, la capacité justement à s'ouvrir aux connexions et à se rendre compte que ça, c'est une connexion qu'on peut faire et la tester. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet aussi, mais bon, on va voir plus tard. Oui. Qu'à tester des connexions, c'est ça qui fait le cœur du métier. Ok, bah du coup, je pense qu'en fait, ce serait bien qu'on rentre direct dans le comment et dans le faire, puisque là, on a vu. Donc, la créativité, tout le monde peut être créatif. Faut pas imaginer que la créativité, ce n'est que des personnes qui vont se mettre à peindre des tableaux incroyables, qui vont créer des musiques incroyables, etc. La créativité, elle est utilisable partout. Et donc, comment est-ce qu'on se met dans finalement cette dynamique, cet état d'esprit de se dire on va faire des liens, on va faire des connexions. Est-ce que toi, tu as des conseils à nous donner pour trouver cette dynamique-là qu'on a peut-être un peu laissé de côté, pris dans notre quotidien, notre travail, etc., et qu'on a pu oublier? Bah, en fait, et je rebondis sur la phrase exacte que tu as utilisée, c'est pas tant faire des liens, c'est accepter de faire des liens. C'est-à-dire que accepter que les connexions qu'on fait presque naturellement, en soi, c'est des choses qui sont de la matière pour pouvoir après créer. Donc, la différence entre une créative et une créatrice, elle est fort simple et elle est fort compliquée aussi. C'est-à-dire que une créatrice ou un créateur met en place un certain nombre de choses. La première chose qu'elle va mettre en place, c'est une attitude. C'est une attitude vis-à-vis du monde qui l'entoure. Donc, c'est à la fois être extrêmement connecté au monde qui nous entoure et se rendre compte qu'en fait, alors ça, cette phrase-là, je l'aime bien, elle est un peu particulière, il faut être attentif pour la comprendre. C'est-à-dire que l'art, donc la création, n'est pas une métaphore du monde, c'est le monde qui est une métaphore de l'art, en fait. C'est bien se rendre compte que tout ce qui nous entoure est du grain à moudre, est une matière pour pouvoir justement créer une nouvelle connexion. Et on peut très bien, quand on est bloqué, se dire, prendre n'importe quel point de départ, partir du premier objet que vous voyez sur votre bureau, ou faire un tour et vous dire, tiens, qui je croise, la première personne que je croise, c'est elle qui va m'inspirer dans mon projet et je vais partir de ça pour le créer. Donc en fait, c'est cette capacité à regarder le monde comme étant un puits sans fond d'éléments que l'on va pouvoir puiser. Et puis c'est aussi être connecté à ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que c'est aussi un positionnement. Une créatrice et un créateur, il se passe tels événements, tel gouvernement, il y a telle chose qui se passe en ce moment, il y a des manifs, il y a je sais pas quoi, il y a des guerres, enfin, Dieu sait si c'est assez compliqué en ce moment.
quelle est ma posture par rapport à ça en tant que créatrice, en tant que créateur? Comment je me positionne? Comment ça m'inspire? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Donc ça, c'est une attitude qu'il faut adopter. C'est un vaste sujet. Faites attention à tout ce que je dis. Tout ce que je dis, en fait, ce qui compte, c'est pas ce que je dis, c'est ce que vous faites de ce que je dis. C'est-à-dire que tout ce qui compte, c'est la façon dont vous interprétez ce que je suis en train de dire. Et c'est ça la plus grande preuve de courage. C'est-à-dire que c'est se rendre compte que, en fait, il suffit de penser par soi-même, en fait. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile. Donc, la première chose, c'est l'attitude. Ensuite, ce sont des habitudes. C'est-à-dire que ce qu'il faut créer, ce qu'il faut être en mesure de mobiliser, c'est un système, en fait. C'est un écosystème. C'est-à-dire que si vous voulez devenir illustratrice, si vous voulez devenir peintre ou sculptrice, arrangez-vous pour que vos outils pour peindre ou pour sculpter soient à disposition tout le temps. Qu'il y ait le moins d'efforts possible. Vous voulez, c'est tout con, hein, ça. C'est-à-dire que vous voulez prendre soin de vous, il suffit des fois de boire juste un grand verre d'eau au lever. Et pour boire un grand verre d'eau au lever, il faut le préparer la veille, en fait. Et ça, en fait, il faut que c'est très difficile de perdre une habitude, mais c'est très facile d'en construire une nouvelle. Donc, si vous avez l'habitude en vous levant de prendre votre téléphone et de regarder un peu ce qui s'est passé sur Instagram ou sur TikTok, arrangez-vous pour que la dernière chose que vous puissiez saisir, c'est votre téléphone. Et que ça soit plutôt un bouquin, ou que ça soit plutôt un journal, ou que ça soit plutôt, je sais pas, un carnet avec un crayon pour pouvoir noter votre nuit, ou je sais pas quoi. Mais en tous les cas, laissez des indices pour faciliter votre accès, en fait, à tout ça. Donc ça, c'est des habitudes. Ok. Il faut bien. Donc encore une fois, le principe, c'est de mettre en place un système qui va faciliter votre capacité justement à exploiter les connexions que vous avez autour d'eux. Donc une attitude, des habitudes. Ensuite, et j'ai commencé à l'évoquer, c'est la capacité à mobiliser des ressources. C'est-à-dire que c'est votre capacité à être inspiré, à vous inspirer et à aller chercher, parce que le champ de connexion, en fait, le champ de connexion qu'on a, il est très intime. Si on est fan d'aquarelle, par exemple, on va commencer par connecter des choses avec des aquarellistes qu'on adore et on va aller chercher là-dedans. Et tout le sujet, en fait, c'est d'être capable d'étendre ce champ de ressources. C'est-à-dire que c'est bien intéressant de s'intéresser justement à l'aquarelle, mais qu'est-ce qui se passe si vous vous inspirez plutôt d'un photographe qui fait du photoreportage pour vos aquarelles, ou si vous allez chercher ça dans le métier à tisser et dans autre chose, ou enfin j'en sais rien. Tu vois, le champ, il est, en fait, il faut aller chercher d'abord dans sa matière première, et puis ensuite, plus vous ouvrez votre champ de ressources, et plus vous vous intéressez à d'autres champs de ressources que le vôtre. Tu sais, j'ai interviewé une dizaine de chefs cuisiniers. Tous ces chefs cuisiniers-là, ils s'intéressent à autre chose qu'à la cuisine, en fait. C'est-à-dire que, oui, dans un premier temps, on va s'intéresser à la cuisine asiatique, à la cuisine africaine, à la cuisine nord-américaine, à la cuisine sud-américaine. On va aller faire le tour du monde. Donc, c'est un premier truc, mais le champ devient très vite limité. En revanche, si vous commencez à vous intéresser à l'art contemporain, à la musique, à des choses comme ça, votre cuisine, elle va s'en ressentir aussi différemment. Donc, attitude, habitude, ressources. Ensuite, il y a le savoir-faire. Parce que, évidemment, tout ça, ça passe par l'action. Tout ça, ça passe par le mouvement. Et évidemment, encore une fois, j'en reviens à mes chefs cuisiniers, mais c'est vrai pour n'importe quel domaine, c'est tous des experts de leur domaine. C'est-à-dire qu'ils sont tous très forts sur les cuissons, sur les découpes, sur le choix des aliments, sur le choix des ingrédients. Enfin, il n'y a pas de sujet, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez devenir aquarelliste, ou si vous voulez devenir portraitiste, il va falloir portraitiser, il va falloir peindre. Il y a un moment ou un autre, il faut mettre les mains dans le moteur. Et le sujet, s'il en est un, c'est que les connexions... Alors ça, je cite souvent ce truc-là qui est fascinant. Il y a un artiste catalan contemporain qui s'appelle Barceló, peintre, et qui dit que ce sont pas les idées qui font naître les tableaux, ce sont les tableaux qui font naître les idées. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est de l'action que vont naître les idées, du mouvement. Et bien souvent, nos connexions, on va les faire à un tout autre moment qu'au moment où on est en train de les travailler, en fait. On va les faire quand on est en train d'éplucher des légumes, quand on est en train de courir au bord d'une rivière, et c'est là où ça va connecter. Donc, ça passe par le mouvement, par le corps, en fait. C'est-à-dire que, en réalité, notre corps est essentiel. Et j'ai entendu cette phrase il y a pas très longtemps qui est fascinante. C'est-à-dire, croire que nos pensées ne sont que dans notre cerveau, c'est un peu comme imaginer que l'orchestre joue dans le poste de radio, en fait. C'est-à-dire que nos pensées, elles sont largement ailleurs que dans notre boîte crânienne, d'accord ? Donc, je reprends. Attitude, habitude, ressources, savoir-faire. Et enfin, en dernier lieu, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus important, ma chère Carole, c'est la capacité à gérer la peur. Pourquoi ? Parce que le super pouvoir du créatif ou de la créative, c'est de faire advenir le changement. Et en fait, ce changement-là, il intervient que dans l'inconfort. C'est-à-dire que on a évoqué en préparation de cette interview la notion de blocage. La notion de blocage, elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que vous serez perpétuellement bloqué, en fait. C'est-à-dire que en soi, ça fait partie du job d'être bloqué. Et en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher.
il faut aller chercher cette sensation du blocage et de dépasser je suis soi-disant écrivain. Moi, ce que j'aime plus que tout, plutôt que d'écrire, moi, ce que j'aime, c'est avoir écrit, en fait. Hein. Et en fait, je passe mon temps à lutter contre des blocages et des excuses et des choses comme ça. Donc, ça fait partie du boulot. En fait, c'est fondamental de comprendre ça. Et c'est, à la rigueur, ce qu'il faut aller chercher. Tout ce que vous voulez obtenir est de l'autre côté de votre zone de confort. Donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, s'habituer à la traverser, cette zone de confort, à connaître la sensation, à savoir que quand on va vouloir peindre, quand on va vouloir créer quelque chose de nouveau, quand on va vouloir coudre, quand on va vouloir, je sais pas, n'importe quoi, écrire un scénario, bah ça va faire mal en fait. Et plus vous allez vous habituer à avoir mal, moins ça va être difficile. D'accord ? J'ai pas dit que ça allait être plus facile, j'ai dit que ça allait être moins difficile. Mais c'est ça le boulot, d'accord ? Donc 5 piliers qu'il faut être capable qui va vous transformer de créative à créatrice. Hein. C'est l'attitude, les habitudes, le savoir-faire, le champ de ressources et enfin votre gestion de la peur. Et vous rendre compte qu'il ne s'agit pas de dompter la peur, mais qu'il s'agit de l'apprivoiser. C'est un animal de compagnie qui fait partie du boulot et qui vous accompagne pendant que vous êtes en train de bosser. Et ça fait 25 ans que je fais ce métier-là, que je travaille dans les métiers de la création. Ça fait 25 ans que je me bats avec ça, en fait. Hein. Donc, ça fait partie du taf. Ça fait partie du boulot. C'est normal. C'est hyper intéressant. Du coup, pour toi, s'il y a une créatrice ou un créateur qui n'a plus tellement peur de créer, peut-être parce que il est rentré dans une routine ou il fait un petit peu toujours la même chose. Donc pour toi, c'est pas bon signe. C'est qu'il est rentré dans une dynamique un peu plus, j'ai plus trop le mot là qui me vient, mais presque industrielle. Oui, en tous les cas, c'est assez paradoxal tout ça. C'est assez paradoxal parce que c'est un peu particulier parce que en même temps, il faut bien se rendre compte que là où vous êtes la plus forte, là où vous êtes le plus fort, c'est là où en même temps c'est facile pour vous. C'est-à-dire que je vais essayer d'approfondir ce truc-là. Par exemple, imaginons vous mettiez à peindre. J'ai tout le temps cet exemple-là qui me vient, mais ça peut être écrire des chansons, ça peut être n'importe quoi, ça peut être créer des entreprises, j'en sais rien. Mais vous lancez un projet, c'est dur pour vous. Hein, je dis pas que c'est pas dur, mais en tous les cas, vous le faites et à la fin de ce projet, quand vous le présentez aux autres, les autres vous disent mais c'est génial ce que tu as fait, c'est énorme, ça doit être un boulot considérable. Et si vous dans votre tête vous vous dites non mais c'était pas tant de boulot que ça. Non, pour finir, ça a été assez facile. Bah c'est bon signe. En fait, je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire que si c'est facile pour vous en même temps à la fin, si vous avez le sentiment que ça a été facile, bah c'est que c'est là que vous cartonnez en fait. Je sais pas si c'est clair. Donc c'est très ambivalent, c'est très compliqué. En fait, il y a la peur est peut-être dans des étapes de la créativité, alors que le projet final, il y a eu quand même on s'est quand même senti à l'aise. Oui, alors je sais pas comment. C'est comme quand on était gamin, qu'on s'amusait dans un jardin, qu'on courait et tout d'un coup on traversait un buisson avec plein d'épines. On a couru, on traverse le buisson plein d'épines, on sent qu'on a mal quelque part et tout machin. Et puis en fait, on se retourne, on est coupé de partout, ça se trouve on saigne ou un truc comme ça. Et puis en fait, on est passé quoi. Enfin, on est passé dans ce truc-là et on vous dit putain carrément t'es passé à travers ce buisson, c'est balèze quand même. Non mais non, ça a été en fait. Donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est à la fois beaucoup d'appréhension, beaucoup de blocages. Tous les blocages sont, de toute façon, c'est que psychologique, hein, tout ça. Hein, et c'est que psychologique. Et toutes les personnalités que vous admirez dans votre domaine, elles sont passées par là et elles continuent à passer par là. Donc ça, il n'y a pas de sujet. J'ai lu des dizaines et dizaines de bouquins. J'ai vu des dizaines de documentaires. Enfin, c'est vraiment un truc qui me plaît, qui me passionne depuis que j'ai 12 ans quasiment. En soi, ça fait partie du boulot. C'est parce que vous savez que ça fait partie du boulot que ça change quelque chose. C'est-à-dire que moi, c'est ça que j'essaye de vous donner. C'est-à-dire que plutôt que de vous dire quoi penser, j'essaie de vous expliquer comment penser. Et ça, c'est vraiment cette idée que ce qui compte maintenant, c'est que vous le regardiez différemment, le blocage. Francis Cabrel dit un truc que je trouve absolument génial. Il dit que l'inspiration, c'est la récompense du travail. En fait, et c'est aussi simplement dit et aussi simple que ça. Il faut taffer, ça va être compliqué. Évidemment que c'est compliqué. Si c'était si simple que ça, il n'y aurait pas de sujet et ça fascinerait pas autant les gens. Donc voilà, tout le monde veut devenir écrivain, tout le monde a un roman quelque part dans sa tête ou dans un fond de tiroir.
tout le monde n'est pas Nicolas Mathieu ou un autre, ou une autre d'ailleurs en l'occurrence, ou Leila Slimani ou Virginie Despentes, parce que pour finir ce roman que vous avez dans votre tiroir, il faut en mettre quand même. Donc voilà. Ouais. Ça fait beaucoup de choses. J'ai conscience que ça fait beaucoup de choses. C'est très ambivalent, c'est très compliqué et en même temps c'est très simple et c'est très primaire en fait. Oui, non, mais en même temps, c'est bien de comprendre un peu, je sais pas si on peut appeler ça un mécanisme, mais les étapes par lesquelles on passe. Et ce que je me demandais, parce que là, du coup, on est centré sur la personne elle-même, qui s'ouvre au monde. Donc, on va dire que c'est la personne qui va vers le monde. Mais l'art, c'est aussi le monde qui vient vers nous. Et notamment, le fameux regard de l'autre, jugement de ce qu'on crée. Et quand on crée, en général, il y a quelque chose de très personnel, beaucoup plus que si, tout à l'heure, on parlait de travail de bureau. Si je rends une analyse sur un dossier, si j'ai mal fait mon travail, il n'y a pas une part de moi-même qui est jugée dans le sujet. Quand on crée, il y a vraiment une part de soi-même qu'on offre au monde, qui va nous regarder et réagir sur ce qu'on offre. Et ça aussi, on parle un peu de peur et de blocage, mais ça aussi, ça peut avoir une incidence sur la façon dont on va se mettre à créer. Comment est-ce que toi, tu analyses ça? C'est le cœur du réacteur. C'est ça, c'est l'une des sources. Le premier adversaire qu'on a sur le chemin de la création, c'est nous-mêmes déjà. Donc on essaye perpétuellement de se protéger de ça. En gros, ce qu'il faut être en mesure de faire. Alors c'est complexe. Enfin c'est complexe, c'est simple à chaque fois. Mais il faut cultiver beaucoup d'attachement à ce qu'on fait. Parce que en soi, en effet, il faut y mettre de soi et il faut s'investir dedans. Mais en même temps, il faut être complètement détaché de ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut réussir à faire, c'est ce que Stephen King explique dans son bouquin là sur l'écriture, enfin sur le mémoire d'un métier. C'est-à-dire qu'il faut être capable, par exemple, si on veut écrire des livres, de lire de l'excellente littérature, mais il faut être aussi en mesure de lire de la mauvaise littérature et de se dire tiens, pourquoi je la trouve mauvaise ? Oui. Pourquoi en fait, il faut des fois se confronter à des choses où vous allez vous dire je suis carrément capable de faire ça. Et ensuite, en fait, tout le sujet, c'est de réagir comme le grand public et ensuite d'analyser comme une professionnelle ou comme une créatrice ou un créateur professionnel, en fait. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais de toute façon, le sens critique, il est fondamental. C'est-à-dire que c'est à vous de savoir ce que c'est qu'une bonne idée et ce que c'est qu'une mauvaise idée. C'est à vous de savoir que ce que vous avez produit, c'est de bonne qualité et être extrêmement attaché à ce que vous êtes en train de faire et en même temps, presque dans l'instant d'après, une fois que c'est produit, une fois que vous avez eu ces 10 minutes, vous êtes charmé, vous pouvez pas vous empêcher de retourner dans votre chambre pour vérifier que vous avez bien peint le truc comme vous l'avez imaginé, il faut s'en détacher de ce truc-là et de se dire, tiens, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, ça, en fait. Quand j'écris un bouquin, une fois que j'ai envoyé mon manuscrit à mes éditrices, c'est déjà plus mon projet. En fait, c'est-à-dire que pendant le temps où je suis en train de travailler sur mon sujet, je suis vraiment très attaché à ce que je fais. Et au moment où je l'envoie, c'est un truc, c'est un switch. Alors, je dis pas que c'est facile à faire, mais alors c'est sans doute lié à mon passé professionnel, mais je suis extrêmement détaché ensuite. C'est-à-dire que si mon éditrice s'appelle Christelle, si Christelle me dit il faut corriger ça, ça je comprends pas ou ça va pas, je vais avoir une minute où je vais me dire putain quand même non, enfin c'est tout en clair. Mais ensuite, je vais très vite me détacher et le rebosser comme si c'était pas moi qui l'avais fait. Et je trouve ça même presque plus simple à faire en fait. Donc c'est encore une fois, ça fait partie de l'attitude qu'il faut cultiver, c'est-à-dire extrêmement attaché à ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire qu'au moment où vous le faites, vous voulez produire le meilleur truc possible au moment où vous êtes en train de le faire. Dès que vous l'avez produit, vous êtes séduit pendant quelques minutes, et puis ensuite, vous le foutez de côté, et maintenant, il faut passer à autre chose. De toute façon, ce qui compte, c'est pas qui vous êtes, c'est qui vous êtes en train de devenir. Donc, chaque projet que vous êtes en train de faire, il va vous permettre d'accéder à l'ultime projet que vous n'atteindrez jamais, mais en tous les cas, d'aller vers ce truc-là. Okay. Je sais pas si j'ai répondu, mais c'est assez complexe comme. Oui, non, mais c'est assez complexe. Je voulais te poser une question parce que comme on parle beaucoup sur ce podcast de communication et donc notamment des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, quand je discute avec des créatrices, il y a un peu une tension entre je crée, je fais des choses originales et je me retrouve sur des plateformes qui sont extrêmement formatées, sur laquelle il faut répondre à des choses très chartées et avec peut-être la fausse impression, je ne sais pas, mais qu'il faut rester dans les cases. Et du coup, elles se retrouvent souvent en tension entre leur métier créatif et ce besoin de communiquer sur les réseaux et en ne sachant pas comment communiquer en restant créative.
Je sais pas si tu vois. Ouais, c'est pas évident. Je suis pas sûr de comprendre exactement la problématique. Enfin, si, je comprends à peu près. Hein, mais, en gros, comment est-ce qu'on arrive à rester créative ouais. et à garder son esprit créatif sur des plateformes qui sont extrêmement contraignantes. Voilà. En plus comme ça permet de parler de la contrainte qui fait partie de la créativité. Donc voilà, même si on s'écarte un peu des réseaux sociaux, finalement c'est ça en fait. C'est quand il y a une énorme contrainte qui nous donne l'impression qu'il faut se formater. Est-ce que ça reste est-ce que c'est une impression, est-ce que c'est une réalité et comment on se sort de ce truc? Ok. Votre boulot, c'est pas de commencer à travailler quand il y aura plus de contraintes. Votre boulot, c'est de travailler avec la contrainte. Heureusement qu'il y a des contraintes. Le principe même de la contrainte, c'est de vous guider. Si Soulage s'est mis à peindre en noir, pas du jour au lendemain, mais quasiment, c'est extrêmement rassurant pour lui parce que vous êtes à chaque fois face à un océan. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on veut aborder un nouveau projet, la distance à parcourir peut sembler écrasante. Et en réalité, de se dire, tiens, je veux que ça soit publié pour ce projet-là, je veux que ça soit sur Insta, ou je veux que ça soit sur Pinterest, ou sur je sais pas quoi, ou TikTok, peu importe. Du coup, je vais être obligé de faire attention à ça, je vais être obligé de faire attention à ça, il faudra pas qu'il y ait un téton qui apparaisse, il faudra pas que machin, j'en sais rien. Tant mieux. C'est-à-dire que si vous avez des contraintes, partez des contraintes, d'accord ? Donc ça fait partie, c'est au même titre que le blocage. Hein. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à enseigner dans des grandes organisations, et ils me disent toujours, oui, mais nous, on peut pas, on a tel chef qui fait tel truc, nous, on a tel budget, on a tel timing. Tant mieux, partez de ça. Mais c'est hyper dur. Pourquoi ? Parce que comme tout le reste, ça donne une bonne excuse pour pas le faire en fait. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous voulez publier sur les réseaux sociaux et que par ailleurs vous savez que ce que vous présentez c'est pas si formaté que ça et que peut-être que ça conviendra pas, partez de cette contrainte-là en fait. Et voyez comment vous pouvez la tordre et comment vous pouvez la transformer. Et puis peut-être que la communication, elle va passer sur par ailleurs. Enfin, si à ce moment-là vous pouvez pas vous montrer vos projets sur Instagram parce que je cite cette marque-là, mais il y en a plein d'autres, mais parce que ça correspond pas au canon. Présentez votre projet autrement sur Instagram et envoyez sur votre site ou envoyez sur un autre endroit où vous êtes en mesure de présenter les choses comme il faut. De toute façon. Ces réseaux sociaux, ils arrivent à une limite hein, quand même d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que, alors moi, je vois ça de ma fenêtre, hein, encore une fois, mais je me pose ces questions-là aussi pour mon entreprise et ma façon de communiquer sur mes propres boulots. Je pense que maintenant, il va y avoir une espèce de, ce qui s'est passé avec Twitter et X, c'est quelque chose qui est assez symptomatique. Je crois quand même qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'on revienne à nos outils de publication à nous, et qu'on se concentre là-dessus, qu'on prépare nos choses, nos boulots là-dessus. Tu vois, tout bêtement, moi, j'ai envie de me remettre à écrire et à donner mon avis sur un certain nombre de sujets. Je commençais à me prendre la tête en me disant, il est hors de question que je publie sur X parce que, voilà, j'ai tout un tas de raisons qui sont d'ordre à la fois moral, politique, enfin bon, peu importe, j'ai pas envie de publier sur cette plateforme-là. Instagram, c'est intéressant, mais ça reste quand même derrière Facebook et Meta, et c'est quand même un peu particulier. LinkedIn, je ne supporte pas. Enfin, quand j'ouvre LinkedIn, j'ai l'impression de passer les tourniquets d'une entreprise. Donc, je me trouve, et pourtant, il faut que je fasse avec. Hein. Et en fait, je me suis dit, c'est con, en fait, la solution, c'est peut-être de plus faire appel à ces plateformes-là, de me reconcentrer sur mon site internet, le réexploiter, en faire une vraie plateforme de publication, et puis peut-être juste annoncer sur ces réseaux-là ce que je suis en train de faire, mais c'est pas forcément, ce sera plus un relais que réellement un support de publication. Donc, et ça, je suis en train de l'échafauder, je suis en train de le formaliser en te le disant, en fait. C'est-à-dire que même si je pense à ces trucs-là tout le temps, donc je pars de la contrainte, et je vois comment je suis en mesure de m'adapter par rapport à ça. Ma solution, c'est ça, mais c'est peut-être autre chose. Hein, c'est peut-être d'aller sur une plateforme, justement, qui est en open source, qui est plus participative. Je sais pas, un WordPress enfin, j'en sais rien. Mais voilà, c'est peut-être ça la solution. Enfin, bon, bref. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que vous avez une contrainte, vous la notez, vous vous dites, OK, moi, j'ai envie de faire ce genre de boulot, mais j'en ai jamais vu sur Insta où ça passera jamais, où j'ai 2 likes à chaque fois parce que c'est machin. Comment je m'adapte à ça? Qu'est-ce que je peux créer par rapport à ça? C'est clair ce que j'ai dit ou pas? Ouais, très clair. Okay. T'inquiète pas, hyper clair. Bon, du coup, on arrive vers la fin du podcast. Ouais. Est-ce que tu pourrais, même si tu as quand même déjà donné pas mal de choses, mais un peu des petits exercices, si on peut dire ça comme ça, comme en plus tu en donnes dans les livres que t'écris, tu donnes souvent des petits exercices à faire pour continuer à stimuler justement notre créativité,
nous débloquer. Donc même si on a compris qu'il y aura toujours quand même des blocages, mais avancer de temps en temps sur la créativité. Est-ce que tu pourrais nous donner, je sais pas moi, peut-être trois petits exercices assez faciles à faire pour voilà, là quand on a fini d'écouter le podcast, on se dit allez, ça sera mes petits exercices de créativité. Ok. Premier exercice, un exercice d'observation très très simple. Vous pouvez le faire avec n'importe quel objet, avec un lieu, avec ce que vous voulez, et vous vous amusez à poser 25 questions sur ce lieu ou sur cet objet. C'est-à-dire que vous vous amusez, mais vraiment 25. C'est-à-dire que vous commencez par les questions les plus simples. En quoi c'est fait, qui l'a fabriqué, à quoi ça sert. Ça peut être des choses comme ça. Et puis ensuite, vous essayez d'aller le plus profondément possible, et surtout faut que ça lâche à un moment ou un autre, et que vous commenciez à poser des questions du genre, est-ce que si un extraterrestre le trouvait, qu'est-ce qu'il en ferait? Voilà, ça peut être Donc vous prenez un objet, un lieu, une personne, et vous vous amusez à poser 25 questions sur lui. Et vous vous forcez à poser 25 questions, vous allez voir, c'est super dur, mais ça débloque, et ça permet surtout d'aller en profondeur sur un sujet et d'aller en profondeur sur un objet. Donc ça, c'est un bon moyen de travailler son sens de l'observation et surtout sa capacité à projeter les choses. Ensuite, ce qu'il y a de rigolo à faire, je sais pas si j'en ai parlé quand j'ai parlé de storytelling, mais un exercice très simple qui a deux facettes, en fait. Vous avez deux possibilités. Soit vous vous dites, tiens, je veux bosser sur tel projet, et vous vous dites, tiens, si je le faisais apparaître, là, comme si j'avais la baguette magique d'Hermione Granger, je le fais apparaître devant moi. Et ça, du coup, vous notez les caractéristiques de ce que vous imaginez que ça sera. Comme si vous aviez vraiment un pouvoir magique et qu'il apparaissait. D'accord? Donc ça, vous notez ces trucs-là, quelque part, ça, c'est plutôt pas mal. Et je dis que c'était à double face, vous pouvez faire exactement l'inverse. C'est-à-dire vous dire, qu'est-ce que ça sera jamais avec ce projet-là? Et vous notez tout ce que ça ne sera jamais. Et une fois que vous avez noté tout ce que ça sera jamais, et ça, c'est mon troisième exercice, vous prenez tout ce que ça sera jamais, et vous faites, ah oui, alors ce sera jamais ça, mais si c'était ça? Et si c'était ce truc-là? Et vous essayez de voir comment vous transformez votre projet en fonction de ça. Ok. Ça te va? Ouais, ça me va. Pas simple quand même les exercices, hein. Donc, mais hyper intéressant. Ça permet de stimuler vraiment notre cerveau là pour le coup. Ouais, enfin, de toute façon, ce qu'il faut, c'est faire popper le truc. Enfin, ce qu'il faut, c'est que il faut qu'il y ait une part de contre-intuitivité. C'est-à-dire que parce que sinon, si vous faites tout le temps les choses de la même manière, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette, en fait. C'est-à-dire que, je le dis souvent, c'est ce que dit Barcello, c'est-à-dire que c'est le projet qui va vous dicter son propre processus. Vous avez envie de bosser sur un sujet en particulier ou sur un nouveau truc, voyez ce qui apparaît, voyez par quoi quelle est votre intuition, quelle est votre envie à ce moment-là, et écoutez-vous par rapport à ça. Écoutez votre instinct. Et c'est souvent le premier truc qu'on éteint, en fait. C'est tiens, j'ai envie de faire un truc comme ça, de le peindre qu'en rouge et de voir ce que ça peut donner. Et on a tendance à l'éteindre, ce truc-là, alors qu'en fait, il faut le cultiver. C'est un très beau mot de la fin. Je voulais juste, pour les personnes qui ont envie d'avoir encore un petit peu plus de tes conseils, de ta vision, de la créativité, d'exercices, etc., que tu as sorti 2 livres. Il y a La Voix du créatif et L'étincelle du créatif. Où L'étincelle du créatif, pour le coup, c'est vraiment que comme ça des petits défis créatifs. Et La Voix du créatif, c'est davantage vraiment toute une réflexion autour de la créativité. Donc, je conseille vraiment la lecture de ces 2 ouvrages-là pour aller encore plus loin dans ce que tu as déjà partagé sur le podcast. Et puis, j'ai mon cours Domestika, comme tu disais. Sur Domestika, je viens de sortir un cours, là, il y a 2-3 jours, sur le processus créatif, où je donne tout un tas de petits conseils aussi comme ça. Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode et comme ça vous pourrez aller voir. Et en tout cas, merci beaucoup Guillaume pour à nouveau cet échange hyper intéressant et hyper riche. Merci d'avoir partagé ta passion de la créativité et des créatifs. Et écoute, peut-être un 3e podcast plus tard. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Avec plaisir, et merci à toi Carole de m'avoir sollicité. Merci, à bientôt. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créactives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa.
Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de posts fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!